Bonjour à tout le monde et merci d'avoir rejoint cette session en fin de journée. Je m'appelle Ashraf Souk, je suis architecte solution spécialisé sur les services Edge d'AWS. En d'autres termes, je passe la plupart de mon temps à aider nos clients à mieux utiliser des services comme Amazon CloudFront, AWS WAF et AWS Shield. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une problématique qui concerne n'importe quelle entreprise qui a des applications en ligne exposées sur Internet. En fait, c'est comment la protéger des différentes attaques auxquelles elle est exposée sur Internet. Je suis ravi d'accueillir avec moi Benjamin Fabre, qui est le cofondateur, CTO et président de Datadom. Datadom est une entreprise internationale de cybersécurité. Ils sont spécialisés dans la protection des business digitaux grâce à leur solution de la protection contre les bots. On a une quarantaine de minutes qu'on va passer ensemble. D'abord, je vais faire un petit point sur les différentes menaces que votre application en ligne peut confronter. Ensuite, je vais vous expliquer c'est quoi l'approche AWS pour la protection périmétrique, donc la protection du périmètre de votre application, et quels sont les différents outils que vous pouvez utiliser. Ensuite, je passe la main à Benjamin pour qu'il vous explique ce qu'ils font chez Datadom. Alors, chez AWS, on a cette méthodologie qui s'appelle Working Backwards, c'est-à-dire on va se mettre avec nos clients, on va les écouter pour comprendre c'est quoi les problématiques, leurs douleurs, et une fois qu'on a fait ça, on va partir de ce point-là pour développer nos services afin de répondre à leurs problématiques. Et quand on a parlé avec nos clients des différentes problématiques concernant la sécurité de leur application en ligne, ce que nos clients nous ont dit, c'est que, en fait, ils sont en train d'opérer dans un environnement qui devient de plus en plus complexe. Il y a de plus en plus d'applications utilisant différents stacks, des différentes équipes qui sont en train de collaborer avec un nombre croissant d'endpoints. En fait, j'aimerais bien vous poser une question. Aujourd'hui, combien d'entre vous, en levant la main, il sait exactement le nombre d'endpoints dont ils disposent dans leur entreprise et qui sont exposés sur Internet? Voilà, 10%. Qui parmi vous, en fait, ils sont en train de mettre activement en place des mesures de sécurité? Presque un tiers de la salle. Et bien en fait, dites-vous que selon un sondage d'une entreprise de sécurité, de contrôle d'accès et d'identité qui s'appelle LogMeIn de l'année passée, il y a un tiers des professionnels en IT, ils ne savent pas combien d'endpoints leur entreprise ils disposent et qui sont exposés sur Internet. Et il n'y a que 50% de ces entreprises qui mettent en place des mesures de sécurité pour protéger leur périmètre. Sauf que il y a toujours ces acteurs malveillants sur Internet qui sont en permanence en train de scanner vos applications pour trouver les failles qu'ils peuvent l'exploiter pour leur propre intérêt, qui n'est surtout pas le vôtre. En termes de différentes attaques que vous pouvez avoir sur Internet, il y a trois grandes catégories. La première, ce sont les attaques DDoS, déni de service, qui essayent de consommer en fait les ressources de votre application pour qu'elles ne soient pas disponibles à vos utilisateurs légitimes. Donc ça peut être au niveau infrastructure, niveau 3 et 4, comme les floods UDP, réflexion DNS, les SYN flood, mais aussi au niveau 7, par exemple comme les HTTP flood. Et nous, ce qu'on a remarqué sur notre réseau chez AWS, deux grandes tendances par rapport aux attaques DDoS. La première, c'est que les attaques de courte durée, donc de moins de 2 minutes, ils sont en forte croissance. Et deux, c'est que leur taille est aussi en croissance exponentielle. Par exemple, l'année dernière, on a vu une attaque à cause du protocole, à cause du Memcached, qui a largement dépassé les 1 terabit par seconde, qui est presque le double de ce qu'on a vu avec l'attaque précédente en 2016, qui était générée par le botnet Mirai.
Puis ensuite, vous avez ces attaques qui vont cibler des vulnérabilités dans votre application, donc dans le code de votre application ou le logiciel que vous utilisez, par exemple votre CMS ou votre serveur web. Et enfin, vous avez tout type de bots malveillants qui essayent de scanner votre application pour trouver les failles ou tout simplement voler le contenu, par exemple, de votre application, comme votre catalogue de produits. Et sur ce sujet-là, Benjamin, il va bien approfondir plus que moi. Alors, c'est quoi l'approche d'AWS pour la protection périmétrique? En fait, vous avez probablement entendu ce message dans cette journée et je tiens à y insister. Chez AWS, la sécurité, c'est la première priorité, c'est-à-dire qu'on va tout arrêter quand on pense que la sécurité n'est pas au niveau qu'on souhaite. Mais de votre côté aussi, la sécurité n'est pas juste une action ponctuelle, c'est un processus qui doit vivre et qui doit évoluer en permanence. Chez AWS, on conçoit la protection périmétrique selon 3 piliers. Le premier pilier, c'est déjà dès le début comment vous concevez votre architecture pour qu'elle soit résiliente contre différents types d'attaques. Par exemple, vous pouvez suivre le livre blanc Résilience contre les attaques DDoS pour mettre en place les meilleures pratiques pour, en fait, dès le début, commencer par une bonne architecture. Ensuite, l'idée, c'est de surveiller votre application, c'est pouvoir identifier les bons patterns de trafic et identifier qu'il y a une attaque. Et quand il y a une attaque, mettre en place les bons alarmes. Et en fait, quand l'alarme sonne, qu'est-ce que vous faites? Comment vous répondez? Est-ce que vous avez des processus qui sont en place? Est-ce que vous faites appel à des professionnels ou tout simplement vous avez déjà automatisé la réponse? Et mon objectif du reste de cette présentation, c'est de vous montrer comment, en 3 étapes, vous pouvez sécuriser en fait le périmètre de votre application. Première étape, c'est réduire la surface d'attaque avec Amazon CloudFront. Deuxième étape, c'est utiliser AWS WAF pour se protéger contre les attaques niveau 7. Et finalement, bénéficier de Shield Advanced, AWS Shield Advanced, pour améliorer votre posture de sécurité contre les attaques DDoS. Et dans chacune de ces étapes, je vais vous montrer comment vous pouvez automatiser certaines de ces tâches. C'est pour cela que je vais commencer par une architecture d'une application très simplifiée, où vous avez du contenu statique qui est hébergé sur un bucket S3 et vous avez voilà, un ensemble d'instances EC2 derrière un load balancer voilà, pour votre trafic dynamique. Donc cette application n'implémente pas les meilleures pratiques d'AWS, donc elle est bien vulnérable à différents types d'attaques. La première étape, c'est de mettre en place CloudFront comme seule porte d'entrée de votre application pour réduire la surface d'attaque. En fait, avec CloudFront, vous bénéficiez de la capacité de plus que 166 POP à travers le monde aujourd'hui. Et vous êtes, rien qu'en utilisant CloudFront, complètement protégé contre toutes les attaques DDoS de niveau 3 et 4. Et en plus, vous êtes protégé contre certains types d'attaques qui vont cibler le protocole TLS ou HTTP. Et au-delà de la protection DDoS, vous avez des fonctionnalités natives dans CloudFront qui vous permettent d'améliorer votre sécurité. Par exemple, même si votre origine ne supporte pas HTTPS, vous pouvez servir le trafic en HTTPS. Vous pouvez faire de la redirection automatique de HTTP vers HTTPS sur CloudFront à la place de la faire sur votre origine. Et il se trouve que cette technique elle est assez efficace contre les attaques DDoS du type flood applicatif parce qu'aujourd'hui, la plupart des stresseurs, enfin, donc les outils pour lancer les attaques, ils utilisent plutôt HTTP Convector. Ensuite, vous pouvez contrôler la version TLS que vous voulez accepter en fait sur votre application. Pour une meilleure sécurité, vous dites minimum, moi je veux accepter la version 1.2.
Maintenant, si vous avez des utilisateurs qui ont des navigateurs anciens, pour des raisons de compatibilité, là vous pouvez par exemple dire ok, je vais accepter la version TLS 1.1. Et au-delà de ça, vous avez des fonctionnalités déjà natives de CloudFront comme TLS Resumption, PFS et OSCP Stapling pour améliorer en fait la performance et la sécurité. Maintenant, ces mesures de sécurité, elles ne seront pas efficaces si quelqu'un peut les contourner pour aller directement sur votre origine. D'où l'importance de garder CloudFront comme la seule porte d'entrée de votre application. Et pour cela, on vous fournit plusieurs mécanismes. Si votre origine est sur S3, vous pouvez bénéficier d'une fonctionnalité qui s'appelle Origin Access Identity pour donner la permission d'accéder à ce bucket, même s'il est configuré en privé, à une distribution CloudFront. Comme ça, vous n'êtes pas obligé à rendre le bucket public. Maintenant, si votre application utilise des ressources sur un VPC, par exemple les ALB, les EC2, eh bien, à l'aide du firewall du VPC, donc les security groups, vous pouvez autoriser uniquement les IP de CloudFront. Mais vous pouvez faire la même chose même si votre origine n'est pas sur AWS. Donc avec ça, avec cette étape, vous avez déjà protégé votre application des attaques niveau 3, 4, attaques DDoS. Maintenant, on va utiliser AWS WAF pour protéger contre les attaques applicatives. Et en fait, quand on a voulu développer ce service, on a écouté nos clients et c'est ce que nos clients ils nous ont dit en termes de souhaits pour un service de WAF. Donc c'est qu'il soit simple à mettre en place et qui fournit déjà une bonne protection de base. Mais qu'il soit aussi personnalisable à l'application de chacun de ses clients et qu'il fournit une bonne visibilité sur ce qui est bloqué, ce qui est autorisé pour soit automatiser, soit pour avoir une bonne visibilité. Et finalement, pouvoir automatiser certaines de ces tâches pour décharger, pour améliorer le temps de réponse et pour décharger les équipes de sécurité. Alors, on est parti de ce point-là pour développer le service d'AWS, donc AWS WAF, qui est un service complètement managé. Vous n'avez aucune infrastructure à mettre en place, à maintenir ou à gérer. Et pour commencer, vous pouvez avoir une protection de base contre les attaques les plus communes en suivant un livre blanc qui s'appelle la protection contre les attaques OWASP Top 10. Et aussi, vous avez la possibilité d'aller implémenter des règles managées par des éditeurs de sécurité comme F5, Imperva, Alert Logic, que vous pouvez trouver en fait sur la marketplace. Maintenant, vous pouvez personnaliser ces règles pour votre propre application. Par exemple, vous savez déjà que les URL que vous attendez, elles vont suivre un certain pattern, donc vous allez autoriser que ce pattern. Et pour cela, on vous fournit un langage de règles flexibles avec lequel vous pouvez protéger contre les injections SQL, cross-site scripting. Vous pouvez faire des règles en se basant sur n'importe quel attribut de la requête, sur la géographie de la requête et sur l'IP de l'utilisateur. Et vous pouvez combiner ces différentes règles d'une façon hiérarchique avec des opérateurs logiques et ou. Et chacune de ces règles peut avoir comme action soit autorisée, soit bloquée, rate limit ou compter. Et donc la dernière action, elle est assez pratique quand vous allez migrer votre application sur WAF pour éviter de bloquer en fait de trafic légitime, donc ce qu'on appelle les false positives. Voilà, vous allez d'abord mettre en mode comptage, vous allez voir qu'est-ce qui est bloqué ou pas, vérifier que tout va bien, et ensuite vous passez vraiment dans le mode bloc. Et chacune de ces règles, elle va émettre en temps réel des métriques CloudWatch pour que vous puissiez savoir exactement combien de requêtes cette règle a bloqué ou a autorisé. Si vous voulez avoir plus d'informations, une première étape, c'est d'aller sur la console, par exemple, et aller voir quelques échantillons des requêtes qui étaient bloquées ou autorisées. Mais si vous voulez avoir vraiment tous les détails, en fait, on vous fournit les logs
en temps presque réel aussi d'AWS WAF, et vous pouvez ingérer ces logs et par exemple les renvoyer vers un cluster Elasticsearch, et vous pouvez construire vos propres dashboards de sécurité. Alors il y a déjà un blog post qui parle, qui décrit comment le faire. Et finalement, et ça c'est très important comme demande de nos clients, c'est comment automatiser le plus possible des tâches de sécurité. Par exemple, je suis un client, je suis une entreprise, j'ai plusieurs organisations dans mon entreprise, chacune a ses propres comptes, il y a des équipes différentes qui créent des ressources d'une façon autonome. Comment je peux quand même mettre en place une sécurité de base commune à tout le monde. Donc c'est pour ça qu'on est parti pour développer AWS Firewall Manager, qui vous permet de définir une politique de sécurité centrale. Par exemple, moi je veux pour n'importe quelle ressource CloudFront qui est créée dans n'importe quel compte dans mon organisation, bon, sauf ces comptes-là, je veux déjà savoir s'ils ne sont pas compliant, et je vais appliquer ma politique centrale de sécurité qui est protection contre les attaques au WASP Top 10, mais aussi bloquer certains pays pour des raisons réglementaires, par exemple. Et l'autre possibilité d'automatisation avec AWS WAF, en fait, ça part du fait que WAF est complètement contrôlable par API, et n'importe quel changement, il se propage dans moins d'une minute. Et sur en fait, l'environnement d'AWS, vous avez plusieurs signaux que vous pouvez utiliser avec la fonction lambda pour automatiser ces tâches. C'est pour ça que je voudrais bien vous donner un exemple d'implémentation. Donc, dans cet exemple, vous avez déjà mis en place des protections contre les attaques les plus communes, SQL injection, cross-site scripting, protection contre les floods HTTP. Et puis ensuite, vous mettez en place des automatisations. Par exemple, vous avez une fonction lambda qui va aller toutes les heures télécharger des adresses IP de bases de données, en fait, d'adresses IP malicieux sur Internet, par exemple comme Spamhaus, et puis les bloquer automatiquement sur AWS WAF. Ensuite, vous pouvez, à chaque fois que CloudFront vous livre des logs sur un bucket S3, mouliner ces logs et les analyser avec une fonction lambda pour détecter des IP qui sont en train de causer un taux élevé de 400XX ou enfin 4XX ou 5XX. Typiquement, ce sont des IP qui sont en train de scanner votre application. Et finalement, vous pouvez implémenter un honeypot qui en fait va détecter les IP qui ne respectent pas, par exemple, le fichier robot.txt. Donc, avec cette couche, vous avez protégé votre application au niveau applicatif. Maintenant, la troisième et la dernière étape, c'est utiliser Shield Advanced pour améliorer votre posture de sécurité contre les attaques DDoS. Alors, un petit mot sur, voilà, de même, qu'est-ce que nos clients nous ont demandé en termes de protection de DDoS. Voilà. Un, c'est que ça soit facile à mettre en place. Ils n'ont pas besoin de faire une réarchitecture de leur application. Par exemple, reroutage, BGP, etc. Que ça demande un minimum d'effort pour l'opérer. Troisièmement, qui donne de la visibilité pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce qui est en train de se passer. Et troisièmement, qui fournit une protection économique, donc un espèce d'assurance financière. Et je vais la décrire plus en détail. En fait, notre AWS Shield est notre solution de protection contre les attaques DDoS qui va détecter ces attaques et les bloquer automatiquement. C'est une technologie qu'on a développée en interne, bon, on l'appelle en interne Blackwatch, et on la déploie partout sur notre backbone. Donc partout où on a des peering et du transit Internet. Et en fait, cette technologie, c'est une technologie de Deep Packet Inspection, donc elle va prendre chaque paquet et elle va lui donner un score en fonction de la suspicion de ce paquet. Donc, et puis les actions peuvent être bloquées, rate limitées ou laissées passer.
Et aujourd'hui, Shield il bloque automatiquement des milliers d'attaques tous les jours, sans aucune intervention ni de nos clients, ni de nos équipes en interne même, chez AWS. AWS Shield, il se présente sous deux niveaux. Il y a Shield standard en fait et Shield Advanced. Shield Advanced, ça nécessite une souscription et ça vous donne des avantages en plus. Donc ça a un prix, un coût en plus. Dans ce slide, je vais mettre voilà, les avantages de Shield en blanc et Shield Advanced en fuchsia ou rose. Enfin. Du coup, d'abord, Shield Standard est intégré de base dans tous les services AWS que vous allez utiliser. Maintenant, le niveau de protection dépend de ces services. Si vous utilisez CloudFront, vous êtes protégé contre toutes les attaques niveau 3 et 4. Et si vous êtes client Shield Advanced et vous voulez démarrer rapidement, en fait, on vous fournit un wizard pour vous aider dans ce démarrage. En termes d'opération de votre côté, comme je vous ai dit, Shield, en fait, c'est complètement automatique. Vous n'avez rien à faire. Maintenant, pour bloquer les attaques niveau 7, ce que vous pouvez faire, c'est faire appel à déjà implémenter les meilleures pratiques sur AWS WAF, par exemple, voilà, le rate limiting, qui vous protège contre certains types de flood HTTP. Maintenant, si le flood il est très distribué et vous avez besoin de l'aide pour écrire une règle WAF pour le bloquer, vous pouvez faire appel à l'équipe d'experts DDoS chez AWS, l'équipe DDoS Response Team. Donc c'est la même équipe qui protège l'infrastructure globale d'AWS et aussi Amazon.com. Et eux, ils vont faire en fait un triage, ils vont identifier le pattern de cette attaque et vous aider à écrire les bonnes règles WAF pour la bloquer. Maintenant, si vous n'utilisez pas CloudFront, par exemple, vous êtes sur voilà, des UIP sur des instances EC2 parce que le trafic, par exemple, c'est de l'UDP, c'est typiquement dans le gaming. Avec Shield Advanced, on peut vous fournir des protections en plus qui sont personnalisées à votre propre application. En termes de visibilité, on vous fournit des métriques CloudWatch en temps réel qui vont vous dire si vous êtes sous attaque ou pas, quels sont les vecteurs de l'attaque qui étaient utilisés. En fait, c'est pas mal pour nos clients parce qu'ils savent que quelqu'un essaie de les attaquer. Maintenant, ça va être bloqué automatiquement par AWS Shield, mais probablement cet attaqueur il va essayer de trouver un autre vecteur. Ou si vous avez une architecture hybride, cloud et on-prem, il va essayer de s'attaquer sur votre on-prem. Donc ça vous donne un peu de visibilité que vous pouvez utiliser de la meilleure manière dans votre entreprise. Et aussi, voilà, pour chacune de ces attaques, vous avez aussi des informations du type quels sont les top 10 IP qui vous attaquent, les différentes géographies dont émanent ces attaques. Et finalement, en termes d'avantages financiers, vous avez le coût de WAF et le coût de Firewall Manager inclus dans Shield Advanced. Et vous avez cette protection financière ou dans le cas où votre application, en fait, elle doit scaler pour absorber une attaque, un niveau 7 par exemple, Amazon va vous rembourser le coût des unités de load balancer, coût de CloudFront et même le coût des instances EC2 additionnelles voilà, que vous avez dû en fait scaler. Et comme ça, vous avez construit une application qui est résiliente contre les différentes attaques sur Internet. Maintenant, il y a des choses que vous pouvez faire en plus et vous pouvez aller plus loin. C'est pour cela que je vais passer la main à Benjamin pour vous parler de ce qu'ils font chez Datadog. À la fin. Bonsoir, du coup je vais vous partager un retour d'expérience avec 3 éléments. Premièrement, on va faire un petit zoom sur les bad bots qu'on vient d'évoquer mais rentrer plus en détail. On va ensuite parler de comment Datadog utilise AWS pour scaler et pour protéger aujourd'hui beaucoup de sites e-commerce, médias en France et dans le monde.
Et troisièmement, je vais vous présenter l'usage que l'on a fait de Lambda at the Edge pour sécuriser le contenu de nos clients. Alors, les bad bots, on en a un petit peu parlé. Il y a beaucoup de catégories de bad bots. Nous, ce que l'on voit chez Datadom, c'est que 30% du trafic web mondial est généré par des bad bots. Ces bad bots, on les classifie en différentes grandes catégories. La partie intense scrapping, donc tous les bots qui vont venir aspirer les prix, les produits, les stocks, qui vont venir aspirer les articles produits par des journalistes, des numéros de téléphone, des coordonnées personnelles. Et ça va générer potentiellement beaucoup de volume parce qu'il faut des milliers, des millions de hits pour pouvoir récupérer des bases de données entières. Deuxième type de menace, ce sont les attaques DDoS. Donc on a vu tout à l'heure, AWS va très bien protéger contre les attaques de type niveau 3, niveau 4, les attaques de type réseau. En revanche, les attaques niveau applicatif, ça peut se faire avec parfois très peu de hits parce que très distribués. Et qu'il suffit de quelques hits sur quelques pages très coûteuses pour mettre en difficulté un applicatif. Typiquement, chez certains de nos clients, des bots vont aller taper sur des pages de résultats de recherche qui peuvent être très coûteuses à générer, qui ne sont pas cachées et qui peuvent générer des impacts sur la performance et la disponibilité du site web. Tout ce qui va concerner le compte takeover, c'est un phénomène en explosion. C'est massif aujourd'hui chez l'ensemble de nos clients, notamment à cause des différents grands leaks qu'il y a eu avec les LinkedIn, les Yahoo, les Facebook, etc., où des bots ont accès à des combinaisons login-password valides qu'ils vont télécharger sur le dark web et réutiliser sur l'ensemble des sites e-commerce, par exemple, qui ont un formulaire login-password. Là, le ROI pour les hackers est énorme et ils démultiplient leur force de frappe en utilisant des bots. Et enfin, la partie vulnerability scanning, tout ce qui va être injection applicative et SQL, qui sont depuis longtemps plus réalisés par des bots, par des humains, mais plutôt par des bots qui vont pouvoir démultiplier leur force de frappe. L'OWASP, donc l'organisation en charge de la sécurisation des applications en ligne, a classé les menaces liées au trafic automatisé parmi les principales menaces à prendre en charge. Et ils ont classifié ce trafic des bad bots en de nombreuses catégories liées aux pains qu'ils vont générer. Donc on en a évoqué quelques-uns, mais il y a aussi les sujets de carding, donc les bots qui vont tenter des cartes bleues volées dans des formulaires de façon automatisée, les bots qui vont tenter des milliards de combinaisons de tokens parce qu'il y en a un qui va passer de temps en temps, des bots qui vont tenter d'utiliser, de générer des coupons de réduction ou des coupons pour avoir des crédits, etc. Et toutes ces actions-là, elles sont automatisées. Si on regarde un peu la menace, elle a évolué au cours des années. Elle est de plus en plus complexe à détecter et c'est pour ça que des sociétés tierces comme Datadom ont émergé parce que c'est un travail qui n'est plus réalisable par nos clients parce qu'il devient très complexe. On va prendre un petit peu de temps pour regarder en détail l'évolution au cours des dernières années. La première génération de bots, là on remonte à vraiment 5-10 ans, ils utilisaient des technologies très basiques, des scripts Python, des scripts curl, qui ne supportaient pas les sessions, qui ne supportaient pas les cookies, évidemment très loin d'avoir un rendu JavaScript, donc extrêmement simple à détecter, avec des solutions de type firewall. Dès que des cookies de session ne sont pas supportés, on bloque simplement le trafic en provenance de l'IP. La deuxième génération de bots, elle, a commencé à être plus élaborée en utilisant des solutions comme Nutch ou Scrappy par exemple, qui commencent à supporter des cookies de session, donc qui vont pouvoir contourner le blocage réalisé par des firewalls, mais qui ne supportent pas du tout le JavaScript. Donc là, de la même façon, c'est des choses relativement simples à bloquer avec des solutions de type WAF par exemple. Dès que le JS n'est pas exécuté, on bloque la session. La troisième génération, elle, a commencé à être relativement tricky à détecter. Ce qu'ont fait les hackers, c'est qu'ils ont détourné des outils d'automation de test, par exemple, comme PhantomJS, Casper.js, Nightmare.js. Donc, qui sont des navigateurs qui vont télécharger des pages, qui vont même rendre le JavaScript, qui vont donc télécharger des assets, JS, CSS, images, et qui vont du coup commencer à être relativement complexes à détecter au niveau réseau pur. Et donc là, en travaillant avec des challenges JavaScript, ce que l'on a pu faire, c'est d'être capable de détecter qu'on n'est pas face au navigateur qui prétend être. Typiquement, ce que font les hackers ou les gens qui font des crawlers, ils prennent Nutch, ils modifient le user agent, ils mettent celui de Chrome 60,
sauf qu'en réalité, derrière, on n'a pas le moteur de rendu de Chrome 60. Donc on va pouvoir détecter avec des challenges JavaScript relativement avancés, et bien que la façon dont est implémenté le canvas, que la façon dont sont installées les polices, les extensions n'est pas conforme avec le navigateur déclaré. Et la dernière génération de bots, qui est là, est carrément extrêmement complexe à détecter. Ce sont les bots qui vont utiliser des solutions comme Chrome Headless, donc une version de Chrome qu'on lance en ligne de commande. Donc on a face à nous des bots qui utilisent exactement ou quasiment exactement le même navigateur que des humains. Et c'est là que la détection comportementale devient indispensable. Et c'est là qu'on ne peut plus se baser uniquement avec des simples analyses de la trame HTTP, mais qu'on doit rajouter de la collecte d'event client-side grâce à du tag JavaScript pour la partie web ou grâce à des SDK iOS et Android pour les apps natives sur les téléphones portables. Le deuxième phénomène, eh bien, c'est la distribution de ces bots. Au tout départ, les bots avaient une IP, 2 IP, 10 IP, donc à la main, on allait détecter ces IP, les bloquer dans Firewall, dans IPTable, et ça faisait le job. Avec le temps, les hackers ont commencé à se distribuer sur des opérateurs de cloud, par exemple. AWS héberge quelques bots, mais surtout online, OVH, etc. Du coup, ce qu'ont fait les gens en charge de la lutte contre les bots, eh bien, ils ont bloqué des énormes ranges, donc tous les ranges de OVH, d'online, d'AWS. Ça, c'est globalement pas une très bonne idée pour deux raisons. Premièrement, c'est qu'il y a beaucoup d'usages légitimes d'AWS, donc beaucoup d'entreprises utilisent par exemple AWS avec des IP d'AWS pour faire des VPN, des proxys sortants, etc. Donc en bloquant tout le trafic en provenance d'AWS, on bloque du trafic légitime, et on parlait tout à l'heure des faux positifs, c'est un vrai enjeu et c'est pas une très bonne idée. Et puis deuxièmement, c'est devenu rapidement inopérant parce que les éditeurs de bots, toujours à la recherche de moyens de contournement, sont allés un step plus loin. Et donc, ils ont commencé à utiliser des IP residential, c'est-à-dire des IP de fournisseurs d'accès, par exemple. Pour faire ça, comment ils y procèdent aujourd'hui? Ils vont utiliser les failles d'IoT, donc les objets connectés infectés, qui sont des moyens de rebondir et d'utiliser du CPU, d'une caméra, et puis aussi, surtout, le crédit d'une IP utilisée par un vrai utilisateur. Ils vont utiliser des applications malicieuses installées sur des devices. Donc là, au moment où on parle dans la salle, il y a certainement certains d'entre vous qui ne savent pas, mais qui ont une app infectée qui est en train de crawler ou d'essayer de faire de l'account takeover sur un de nos clients. Et ça, c'est un phénomène en pleine explosion. Et puis, c'est une course, évidemment, technologique par les hackers pour essayer d'aller toujours plus loin dans la distribution de leur crawl et de leur software. Aujourd'hui, on est face à des bots qui se distribuent non plus sur 10 IP, 1000 IP, mais sur des millions, des dizaines de millions d'adresses IP. Et donc, tout système basé sur des blacklists, whitelists synchronisés tous les jours, toutes les heures ou même toutes les X minutes ne sont clairement plus suffisants. Et c'est pour ça que pour nous, la détection et le blocage doivent se réaliser en temps réel, en 2 millisecondes, sur le chemin synchrone de délivrement des pages. Et c'est ce qu'on a réalisé grâce à l'infrastructure d'AWS qui nous permet de scaler massivement et d'être extrêmement réactif en termes de capacité de réponse. Cette capacité de détection, elle se découpe en deux phases. La première, c'est la phase temps réel, en 2 millisecondes, sur le chemin synchrone de délivrement des pages, qui va analyser la trame HTTP, qui va bloquer toutes les menaces déjà connues ou les menaces les plus simples, et puis aussi authentifier les good bots. Jusqu'à présent, je vous ai beaucoup parlé des bad bots, mais il y a aussi des good bots, Google, Facebook. Alors good, c'est une question philosophique, mais en tout cas, qui vont apporter de la visibilité et du trafic à nos clients et qui, en règle générale, souhaitent laisser passer. Ce qu'on fait chez Datadom, c'est qu'on authentifie les good bots. Il ne suffit pas de prétendre être Google en envoyant le user agent Google pour l'être vraiment. Donc, on va s'assurer que c'est vraiment Google qui s'adresse à nous, et dans 30% des cas, ce n'est pas le cas. On voit des IP en provenance de certains cloud providers, de certaines IP residential qui claiment être Google, mais qui ne le sont pas. Dans la deuxième phase de détection, dans une phase de détection streaming, là, on va analyser l'ensemble du comportement réalisé par l'IP, le pattern, la session, l'AS, le country, pour pouvoir détecter de nouveaux patterns de bots non connus et les pushbacks dans notre layer 1 en temps réel. Donc là, on est sur de l'échelle de temps de dizaines de millisecondes jusqu'à 100 millisecondes au maximum. Cette première phase de détection, elle est aujourd'hui déployée dans plus d'une dizaine de data centers. La deuxième phase de détection, elle est centralisée parce qu'on va mutualiser la connaissance de l'ensemble de nos clients. Alors, comment on protège l'origine ?
historiquement, nous proposions des modules pour les principaux serveurs web de la planète, Apache, Nginx, Varnish, 2IS, etc. Avec le temps, on est allé plus loin pour s'installer vraiment dans le cloud, grâce à AWS notamment, avec une intégration dans le CloudFront. On a été très heureux d'annoncer ça à re:Invent il y a 18 mois à Las Vegas, et d'être parmi les premiers à utiliser la fonction lambda DH qu'on va détailler tout à l'heure. Ça nous permet de protéger extrêmement en amont tous les applicatifs qui sont même hébergés sur des infrastructures serverless. Et deuxième partie, la partie client-side, ce que j'évoquais tout à l'heure, pour être capable de détecter les menaces les plus avancées, on a besoin de collecter des events en JavaScript ou dans les apps natives, des déplacements de souris, des inputs dans des champs, des orientations de device, la présence de caméras, etc. Comment ça fonctionne? Donc, on a un hit qui arrive sur un serveur web d'un de nos clients. Le module se déclenche, fait une demande d'autorisation de façon synchrone à notre infrastructure de détection en temps réel, qui renvoie une réponse et qui va ou pas laisser passer le hit. Ouais, on gardera les questions pour la fin? Super. En termes d'architecture, donc on utilise massivement AWS pour être capable de scaler. Parce que ce que montre notre mode d'implémentation, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un hit sur un serveur d'un de nos clients, ça fait un hit sur notre infrastructure. Donc on doit être capable de scaler en même temps que nos clients. On a parmi nos clients des sites e-commerce, des médias de référence. Lorsqu'il y a un attentat, lorsqu'il y a un Black Friday, eh bien on a des pics de trafic incroyables et nos clients ne nous préviennent pas pour ça. Et donc notre infrastructure doit scaler. Et on utilise du coup massivement les fonctions d'autoscaling d'AWS. Donc premièrement, Route 53 qui va nous permettre de choisir le point de présence le plus proche des serveurs de nos clients, à l'intérieur duquel on utilise un ELB, donc un load balancer d'AWS, avec derrière un autoscaling group dans lequel on a notre capacité de détection en temps réel. Et tout ça est orchestré par Elastic Beanstalk, puisqu'on met notre container Docker et ça va gérer de façon magique le scale-up, le scale-down en des temps records. On a dans chacune de nos régions du Elasticache, donc du Redis managé proposé par AWS, et puis tout un tas de détections qui est faite localement. La deuxième phase de détection, elle est centralisée au niveau mondial pour mutualiser la connaissance de l'ensemble de nos clients. Et c'est celle qui est dans le moteur en streaming et qui va push back des décisions pour les hits d'après. On analyse à ce jour 4 milliards de hits avec l'infrastructure que je viens de vous présenter, qui est donc globalement l'ensemble du trafic de l'ensemble de nos clients, à la fois sur le web que sur les API, pour les apps mobiles. Alors, comment on protège at the edge? Donc, l'enjeu particulier d'utiliser des fonctions de at the edge apporte énormément de bénéfices. Mais ça apporte aussi des challenges. Comment protéger mon contenu quand il est délivré par des dizaines de milliers de serveurs dans 166, on a vu tout à l'heure, points de présence. Eh bien, lorsqu'on a échangé avec les équipes et les architectes d'AWS, ils nous ont parlé d'un service qui était à l'époque en train d'être réalisé, qui s'appelle Lambda at the Edge. Donc AWS Lambda, tout le monde connaît dans la salle, j'imagine, c'est-à-dire la capacité d'exécuter du code en serverless. Alors, on évoque souvent la blague serverless, il y en a bien un derrière, mais en tout cas, ce n'est pas la responsabilité du client, c'est celle d'AWS. Et puis CloudFront, qui est la capacité de distribuer son contenu dans 166 à travers 166 points de présence. Eh bien, le combo des deux donne Lambda at the Edge. Donc, comment ça fonctionne? Eh bien, AWS nous met à disposition 4 nouveaux triggers pour exécuter notre code Lambda. Le premier, c'est sur la viewer request. C'est lorsque la requête arrive dans l'infrastructure de CloudFront qu'on a la capacité d'exécuter du code. Ensuite, le fonctionnement standard de CloudFront, c'est soit je vais accéder à la cache en fonction de la police de caching, soit je vais taper à l'origine si le contenu n'est pas cacheable ou s'il est expiré. C'est à ce moment-là que peut se déclencher un deuxième trigger, c'est l'origin request. Ensuite, le contenu, la demande va jusqu'à l'origine, elle revient, troisième trigger disponible, origin response, et ensuite, elle est renvoyée à l'utilisateur, quatrième trigger, viewer response. Donc, lorsque une demande est traitée par CloudFront, elle peut déclencher entre 2 et 4 lambda en fonction de est-ce qu'on va jusqu'à l'origine ou est-ce qu'on tape dans la cache.
Du coup, quels sont les bénéfices? Eh bien, on n'a pas à provisionner d'infrastructures. C'est les mêmes bénéfices que pour les lambda standards, mais sauf que là, c'est at the edge. Ça scale automatiquement sans avoir à rien gérer. On ne paye que lorsqu'on a des hits. Lorsqu'il n'y a aucun usage, il n'y a aucun coût. Et puis, c'est AWS qui est en charge de gérer la scalabilité et la haute disponibilité à travers leurs 166 points de présence. Alors, comment on a utilisé, on va vous présenter le use case de comment Datadom a utilisé Lambda at the Edge pour protéger ses clients qui utilisent CloudFront. Eh bien, par rapport à le schéma d'implémentation de tout à l'heure, eh bien, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. On a un navigateur qui est sur la gauche, qui va faire un appel à un site web hébergé sur CloudFront, enfin, qui utilise CloudFront. La viewer request est déclenchée. Et puis ensuite, un échange est fait avec notre serveur de détection qui va autoriser ou pas l'appel. Ce que montre ce schéma, c'est que notre infrastructure va être appelée depuis un des 166 points de présence. Et donc là se pose la question de la latence. Comment un appel réseau peut être performant dans ces conditions-là? Eh bien, ce que l'on a fait, c'est qu'on utilise, on se déploie dans l'ensemble des points de présence d'AWS, donc dans ce que AWS appelle des regional caches. Donc, il y en a un peu plus que ça, mais on est présent dans quasiment tous. Et ensuite, on utilise Route 53 avec un endpoint spécifique, API lambda, qui va du coup faire que, quel que soit le serveur autour de la planète qui appelle notre infrastructure, on va taper dans le point de présence le plus proche, un des 17 évoqués tout à l'heure. On va faire maintenant juste deux petits exemples relativement simples. Un appel est réalisé, donc dans ce cas-là, on simule un appel légitime fait donc par un humain. L'appel va déclencher la viewer request, c'est celle-là qu'on a choisie pour exécuter notre code lambda. L'appel va faire un call à notre serveur détection qui renvoie dans ce cas-là un code 200 disant c'est bon, c'est un humain, on peut laisser passer la requête. Ensuite, le schéma standard va être réalisé, soit taper dans la cache, soit aller à l'origine, et on va envoyer la réponse. Globalement, dans ce cas-là, Datadom a simplement autorisé la requête à être processée. Deuxième situation, le cas d'un bad bot. Donc dans ce cas-là, le bad bot, il est plutôt visible. Dans la vraie vie, ils sont beaucoup plus discrets que ça, ils ressemblent beaucoup plus à des humains. Le bot envoie sa requête, la hook est interceptée, on envoie à Datadom les informations du fingerprint qui renvoie no go, c'est un bot, on bloque. Donc dans ce cas-là, on bypass le process standard, on ne va ni taper dans la cache, ni aller à l'origine, et on renvoie un code 403 avec une page qui contient un captcha, puisque pour Datadom, c'est un moyen très précieux d'avoir une boucle de rétroaction pour notre IA et pour être en capacité d'améliorer en permanence notre capacité de détection. Donc globalement, grâce à Lambda the Edge, on est capable de protéger tous les applicatifs contre les menaces les plus avancées, donc les bots de nouvelle génération qui sont massivement distribués. On est capable de protéger du contenu même lorsqu'il y a un usage massif de la cache de CloudFront. Typiquement, les médias utilisent énormément les caches de CloudFront et veulent en même temps protéger le contenu pour s'assurer qu'il n'est pas distribué à des robots, par exemple des articles de journalistes. On n'a aucun impact sur la performance, voire un impact négatif parce qu'on va décharger l'origine d'une partie du trafic. Donc on arrête de brûler du CPU pour répondre à des bots. Et enfin, ça se déploie en quelques minutes, comme beaucoup de services d'AWS. Merci. Ah oui. Ouais. Dernier point, notre code est open source, donc vous pouvez accéder à notre documentation en ligne, télécharger le code, et si vous voulez le réutiliser dans d'autres use cases, vous avez une bonne base relativement intéressante. Merci beaucoup, Benjamin. Du coup, je vais terminer avec une dernière réflexion. En fait, chez AWS, on a ce modèle de responsabilité partagée, où AWS va s'occuper de la protection de l'infrastructure et vous donne à votre disposition différents outils pour améliorer votre posture de sécurité, ainsi que des entreprises comme Datadom. Je vous remercie de votre présence. Si vous avez des questions, des remarques, voici nos emails. Et n'hésitez pas à évaluer notre session. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Merci beaucoup.